Bonjour à tous, merci de suivre Ailleurs dans le monde. Solane, petit village du nord du Burkina Faso, a été le théâtre dans la nuit du 4 au 5 juin d'une attaque des plus meurtrières depuis le début du conflit au Sahel il y a 9 ans. 160 personnes, dont une vingtaine d'enfants, y ont été tuées en quelques heures par des présumés djihadistes. Selon le gouvernement, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes. Épargné jusqu'en 2015 par les groupes djihadistes qui sévissaient déjà chez ses voisins, Mali et Niger, le Burkina Faso semble incapable d'y réagir en dépit des efforts fournis et des promesses répétées. Pour quelles raisons le Burkina Faso est frappé de plein fouet par le terrorisme ces dernières années? Comment les autorités tentent d'y remédier? On en parle avec le politologue Dr William Agbonon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, merci. Et Sylvain Kessan, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de rejoindre notre correspondant à Ouagadougou, Biendjeba Ousmane Paré, journaliste rédacteur en chef à Burkina Info. Ousmane, bonjour. Que s'est-il passé exactement dans la nuit de vendredi à samedi dans le village de Solane, au nord-est du pays? Dans la nuit du 4 au 5 juin à Solan, donc il faut préciser que Solan c'est dans la commune de Seba, à environ 15 km de Seba, dans la région du Sahel, c'est dans la zone donc, des trois frontières, la frontière Burkina, Mali, Niger. Il s'est produit l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Burkina, une attaque qui a fait, selon les comptes officiels pour le moment, 132 morts, mais selon certaines sources, on est à plus de 160 personnes qui ont été tuées dans cette attaque. Une attaque qui a visé sans distinction d'âge, on pourra le dire, des populations de ce village, les Océans, qui étaient des dizaines qui sont venus et aux environs de 2 heures du matin, on commençait à tirer sur les gens. Il y a des concessions qui ont été ciblées où ils sont allés, ils ont fait sortir les gens et puis les ont tués. Et il y a des sources aussi qui précisent qu'à un certain moment, ils ont réuni la population, ils ont mis les femmes d'un côté et les hommes de l'autre côté et ils ont tiré sur les hommes sans distinction d'âge parce qu'on dénombre au moins une vingtaine d'enfants qui ont été tués dans cette attaque. Ils ont également brûlé des concessions, ils ont brûlé le marché du village, ils ont brûlé des véhicules, ils ont également visité des sites d'orpaillage où les gens travaillaient et ils ont aussi fait des morts au niveau de ces sites d'orpaillage. Il y a des sources qui précisent qu'avant d'arriver au niveau à l'intérieur du village, ils ont commencé par attaquer le poste des volontaires de défense de la patrie, une force civile qui a été mise en place par le gouvernement dans cette localité pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité mobilisées dans la lutte contre le terrorisme. Donc un bilan officiel de 132 morts, mais des sources parlent de plus de 160 personnes qui ont été tuées dans cette attaque. Selon certaines sources, aussitôt contredites, les assaillants seraient revenus le lendemain pour piller le village. Est-ce vrai? C'est vrai que dans son communiqué, le gouvernement a démenti le fait que les terroristes soient revenus après le samedi pour visiter encore le village. Mais il y a beaucoup de sources qui le confirment aujourd'hui, ça ne fait aucun doute qu'ils sont revenus et ils ont patrouillé, ils ont paradé dans le village après ce forfait, donc c'était le samedi. Parce que dans un communiqué précédent, le gouvernement précisait qu'il y avait un ratissage qui était en cours et cette parade des terroristes dans la localité prouve effectivement qu'il y a des interrogations sur ce ratissage-là et beaucoup de sources confirment que c'était aussi plus de 100 terroristes qui sont revenus et ils appartiennent au groupe de l'État islamique au Grand Sahara. Donc ça aussi c'est une information qui a été confirmée, même si l'attaque n'a pas pour l'instant été revendiquée, tous les éléments, en tout cas index montre du doigt le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Et de toute façon aussi on a un communiqué du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad Aghali qui demande être impliqué dans cette attaque. Messieurs, sans vouloir entrer dans une comptabilité macabre, quelle lecture faites-vous, eu égard surtout au nombre de morts? La violence est-elle montée d'un cran, puisqu'on a des attaques qui sont en 2021 plus fréquentes et le nombre de morts est beaucoup plus important? Merci. Il y a 2 ou 3 hypothèses qu'on pourrait avancer face à votre question. D'abord, le Burkina Faso a officialisé l'intégration d'une ligne de front civile
qui sont vite formés, qui sont équipés et qui rejoignent les forces de sécurité sur la ligne de front pour combattre les terroristes. Donc, se murmure dans le couloir de l'état-major burkinabé que depuis 2020, face à l'arrivée massive de ces jeunes volontaires-là, les attaques terroristes ont dû baisser. Donc l'État burkinabé croyait avoir opéré certaines ruptures, qu'il était dorénavant à l'abri de certaines attaques. La dernière attaque à Solan vient montrer qu'il n'en est rien, que les terroristes conservent leur capacité encore à nuire, malgré les effectifs des soldats au front qui a pu grimper. Un. Deuxièmement, vous voyez qu'on est dans la zone où les trois États se rencontrent. Cette zone que tout le monde reconnaît comme étant la zone d'incubation du terrorisme qui occupe un peu dans la sous-région. Pour rappel, lors du sommet de Pau, le président Macron avait déjà parlé de réduction du personnel d'opération Barkhane. Il n'y a que Feu Idriss Déby qui avait souhaité envoyer 1200 personnes soldats dans cette zone-là. L'Afrique de l'Ouest n'a pas manifesté une volonté manifeste d'envoyer des soldats dans cette zone. Et bon, il y a eu les événements du Tchad que nous connaissons tous aujourd'hui. Est-ce que ces soldats ont été véritablement positionnés? Je ne pense pas. La preuve, c'est dans cette zone que vient d'avoir lieu ce massacre. Alors la question qu'on se poserait, c'est qu'est-ce que la CEDEAO attend peut-être pour mener cette ultime bataille, quand on sait que c'est à partir de cette zone véritablement que sont menées aujourd'hui les opérations des principaux mouvements terroristes. Donc savoir que c'est la zone à partir de laquelle partiraient des attaques. Ne rien faire et voir des populations massacrées dans cette localité, ça choque. Troisième et dernier élément, quand on voit sur la carte, Ouaga, Solam, ce n'est pas si loin que ça. Savoir que les terroristes ont bénéficié de 7 heures en toute tranquillité pour massacrer les populations à leur rythme, selon leurs humeurs, ça choque un peu quand même. On se dit que c'est vrai que Burkina, on en parlera sans doute. Après la dissolution du RSP, il y a eu la réforme du secteur de la sécurité, mais ils ont eu quand même tout le temps de mettre en place depuis 2015 une armée. Ça fait quand même 6 ans. Donc on s'attendait à voir un peu plus les résultats de cette réforme qui a été opérée depuis 2015-2016. Savoir que les terroristes ont bénéficié de 7 heures pour massacrer les populations, ça choque. William Aglounon, est-ce que ça va crescendo au niveau des attaques? Sans doute, parce que de toute évidence, de plus en plus, on va vers une dégénérescence de l'État burkinabé. Donc, il faut qu'on se rende compte qu'on est vraiment à une situation où était le Mali il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire le Burkina est en train de se désintégrer progressivement. Mais je pense qu'il y a une autre lecture par rapport à cette attaque, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les guerres intestines entre mouvements terroristes. Parce que dans la région, il n'y a pas très longtemps, il y a que juste une semaine avant cet attentat, il y a eu des affrontements entre Al-Qaïda et puis l'État islamique, parce que les deux groupes qui sont présents actuellement sont engagés dans une lutte, dans des combats internes, ce qui a fait que Al-Qaïda a été délogé par l'État islamique. Donc en réalité, l'État islamique a répliqué ce qui avait été déjà fait au Niger, c'est-à-dire des massacres d'ampleur sur les populations civiles. Donc c'est sa marque de fabrique, donc c'est pour montrer qu'il est de retour, qu'il a pris les rênes de la localité, parce que c'était Al-Qaïda qui était dans cette région du Burkina. Donc en réalité c'est d'abord une signature pour dire que l'État islamique a pris la région, effectivement, et maintenant ça veut dire qu'on passe à une autre dimension du terrorisme, parce que jusque-là les attaques étaient très ciblées, c'était sur des cibles les symboles de l'État, donc l'armée et autres, ou alors les expatriés, notamment à Ouaga. Mais là, maintenant, on va beaucoup plus vers des attaques ciblées sur les populations civiles, mais en même temps, avec une leçon derrière, c'est de dire, comme ça a été déjà le cas au Niger, en fait, c'est une politique de dissuasion pour dire aux civils, vous ne devez pas soutenir l'État dans la lutte contre le terrorisme. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est des actions qui ont été ciblées dans des localités qui ont fourni beaucoup d'hommes, beaucoup de ceux qu'on a appelés les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, c'est des zones où beaucoup de ces volontaires sont issus. Donc, c'est pour dissuader, pour dire que l'État islamique est de retour, mais en même temps, on ne veut pas que les civils participent ou du moins appuient l'État dans sa politique de lutte contre le terrorisme. Alors vous venez de le dire un peu avec vos mots, mais on va rester sur finalement les forces en présence dans cette partie du continent. Qui sont ces assaillants?
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a vu l'adhésion, je crois, de Amadou Koufa. Oui. Il y a le groupe État islamique dans le Sahel, c'est ça? GEIS, groupe État islamique dans le Sahel. Voilà. Donc voici un peu les ramifications de l'État islamique, de Al-Qaïda qui se battent un peu dans nos zones avec des éléments qui adhèrent, tantôt un mouvement qui revient. On sait que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a perdu certains de ces éléments au profit du groupe de État islamique dans le Sahel à un certain moment. Donc cette guerre a continué comme il vient de le dire. C'est vrai que jusqu'à un certain moment, on imaginait que la collaboration entre les groupes était devenue acquise maintenant, qu'ils collaboraient sur certains objectifs communs, attaquer les positions de Barkhane, attaquer les positions des soldats maliens, soldats burkinabés. Mais on est en train de voir que face à l'implosion de l'État burkinabé, j'espère qu'on n'en arrive pas jusqu'à là, les différents groupes sont en train de marquer leur territoire. Chacun est en train de prendre une certaine portion du territoire en vue, bien évidemment, du cahier des charges à venir, qui pour le trafic, qui pour l'avancée vers les pays du Golfe, qui pour les différentes exploitations du sous-sol, etc., etc. Donc, voici, à mon humble avis, les principaux groupes qui se battent dans cette région. Donc, en fonction de ce que vous venez de décrire, c'est quoi? On fait face à une guerre de prédation de tous ces groupes terroristes dans cette zone-là, notamment les 3 frontières? Oui, en fait, ça fait quelques années déjà que le terrorisme est rentré dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'on va vers la conquête de territoire. Jusque-là, c'était des actions de violence ciblées dans des localités, mais aujourd'hui, on va vers un terrorisme qui cherche à se territorialiser. Donc, du coup, la conquête de territoire devient un enjeu majeur. Et dans cette région, aujourd'hui, l'État burkinabé ne contrôle plus pratiquement 30% du territoire. Donc, ce qui fait que la zone, ça veut dire qu'il y a une portion du territoire qui est acquise et qui fait désormais, qui est en jeu de rivalité entre les différents groupes qui se sont mis d'accord, qui se sont mis ensemble pour conquérir cette portion. Et aujourd'hui, comme on l'a vu au Nigeria, ce qui a abouti à la mort du chef de Boko Haram. Et, on verra bien. Oui, bon, c'est vrai, on le déclare toujours mort. Donc, en fait, ils sont maintenant dans des luttes intestines pour qui contrôle les territoires. Mais quelle en serait la finalité? Créer un autre État islamique? Si c'est une conquête de territoire, comme il le dit à l'instant. Originellement, la conquête territoriale était la marque déposée de l'État islamique. C'était des califats. Il faut avoir un territoire où on applique la charia, où des lois dites mondaines ne sont pas appliquées. Ça, c'est la marque de fabrique de l'État islamique. Quand AQMI était un peu plus dans les différents trafics, attaqué, réparti avec des cellules un peu partout. Mais comme on est en train de le dire, le califat est en train de devenir un peu la marque déposée de ces différents groupes. Est-ce que c'est pour créer un État islamique? Bon, à partir du moment où on conquiert un territoire, il faut une administration pour la gérer. Puisque l'administration publique n'y est plus. 30% du territoire qui échappe à l'autorité, là c'est au Burkina, au Niger, il y a une certaine portion aussi qui leur échappe. Au Mali, c'est la même chose. Donc naturellement, on pourrait voir progressivement, si nous ne redoublons pas d'ardeur pour les combattre, on pourrait voir progressivement une administration issue de ces mouvements terroristes s'installer progressivement. Alors, fin 2019, vous le disiez en attente de l'émission, Ouagadougou a officialisé la mise en place de groupes locaux d'autodéfense supplétifs civils de l'armée, nommés les volontaires de la défense et de la patrie, les fameux VDP. Messieurs, est-ce pour faire face aux sous-effectifs de l'armée que le président Roch-Marc Christian Kaboré a autorisé l'enrôlement des VDP? Et question sous-jacente, est-ce efficace? Est-ce que c'est efficace? Ça aurait pu être efficace. Pour l'instant, ce n'est pas efficace et ça se voit parce qu'il y a eu peut-être une bonne intuition, mais je pense que la mise en œuvre se passe visiblement pas bien pour plusieurs raisons. D'abord, depuis 2015, et c'est d'ailleurs ce qui fait que le terrorisme a vraiment commencé à prospérer au Burkina, on a démantelé tout ce qui servait d'interface entre l'État et les groupes terroristes. Parce que Parler du RSP. Voilà, du RSP, mais certains groupes spécialisés. Parce que le président Compaoré avait fait du Burkina la plateforme de dialogue
Donc c'est là où, lorsqu'il y avait des antagonismes ou lorsqu'il y avait des prises d'otages, etc., on allait discuter, essayer de voir avec les terroristes ce qu'il faut faire. Et puis, Burkina servait de plateforme de discussion. Donc ça permettait aux groupes terroristes de pouvoir exprimer leurs revendications, etc. Après le coup d'État le coup d'État du général Diendéré, on a démantelé toutes ces cellules parce qu'on a estimé que c'était toujours des bras séculiers de l'ancien président qui de loin continuait à commanditer ou à des actions. Donc ce qui a fait que le Burkina s'est privé de ce qui lui permettait en réalité de pouvoir échanger avec ces groupes terroristes, mais surtout de pouvoir avoir beaucoup d'informations sur ce qui se trame. Donc aujourd'hui, l'État a en face des anciens alliés qui sont devenus des adversaires, qui malheureusement, avec les événements de la Libye et du Mali, sont devenus très puissants et qui aujourd'hui attaquent l'État burkinabé. Alors, ça c'est un aspect. Et l'autre, pour revenir au groupe de défense, qui ont été des éléments, ou du moins une solution trouvée, qui s'avère inefficace parce qu'on ne peut pas mettre des civils en face des terroristes. Les civils auraient pu jouer au renseignement, ils auraient pu faire beaucoup d'autres actions en matière de lutte contre le terrorisme, mais les armées leur donner des armes alors qu'on ne sait même pas en réalité ce qu'ils sont. Plus comme s'il n'y a pas une race de terroristes. Les gens ne naissent pas terroristes, ils le deviennent. Et vous donnez des armes à des gens qui ne sont pas suffisamment formés pour lutter contre le terrorisme, alors que rien ne prouve que ceux-là, demain, seraient candidats au terrorisme. Donc ce n'est pas un problème numéraire, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de renforcer le nombre d'hommes pour défendre le pays. Il faut aussi des hommes formés de qualité, il faut des personnes spécialisées. Formées, compétentes. Parce que, 2 semaines de formation, c'est pas suffisant pour faire une telle guerre. Au début, peut-être que les mouvements terroristes n'étaient pas assez équipés, mais ils ont eu le temps de se former. Et ils ont bénéficié de soutien de plusieurs soldats qui ont pu traverser toute cette bande depuis la Somalie, depuis les Chebab jusque dans notre bande sahélo-sahélienne. Il y a des professionnels maintenant parmi les terroristes. Ça, c'est un plus de 2, comme le disait Dr William tantôt. La motivation ne suffit pas. Et puis, il ne suffit pas de tomber dans la stigmatisation, de dire c'est ça l'ethnie qui renforce les rangs des Peuls, mais il faut que telle autre ethnie aussi renforce les rangs des soldats loyalistes. Ce n'est pas suffisant. Bon, malheureusement, c'est comme ça que toutes les guerres finissent. Quand on prend le ratio de militaires pour la population dans nos pays, vous trouverez peut-être un gérant pour 3000 civils. Donc, il est arrivé au moment où, quand les forces de défense sont débordées, puis quand ils sont suspectés de ne pas vouloir mouiller le maillot, de ne pas être prêts à mourir pour la patrie, il y a des jeunes comme ça qui se déclarent. On a vu dans toutes les guerres de la sous-région, c'est comme ça que finissent toutes les guerres d'ailleurs. Bon, elles s'engagent, mais elles n'ont pas l'équipe, la carrure, les dispositions, les prérequis qu'il faut pour gagner une telle guerre. Mais pour revenir sur l'aspect de Blaise Compaoré, on va dire il a proposé ses services, si j'ose dire. Avant de voir si c'était une bonne idée, quand vous nous parlez du fait que le Burkina, sous sa présidence, était une plateforme de dialogue, certains vous diront le contraire, certains vous diront qu'il permettait, c'était la base arrière du terrorisme. Qu'en pensez-vous? Bon. Est-ce un faux procès? De toute façon, l'un ne peut pas aller sans l'autre. À partir du moment où Ouaga devient la base arrière ou alors le lieu de négociation, ceux qui négocient sont eux qui faisaient la guerre. Donc, d'une manière ou d'une autre, et puis étant Ouaga, ils ont leur marque, ils commencent à avoir des repères, à avoir des résidences, à tisser des réseaux, etc., qui pour le blanchiment d'argent, qui pour le trafic, etc. Donc, en faisant de Ouaga la base pour les négociations, Blaise Compaoré, quand même, il est assez expérimenté, il savait ce qu'il faisait. Est-ce que ce n'était pas un deal pour dire, bon, je vous héberge chez moi, vous avez tout ce que vous voulez, mais n'attaquez pas le territoire? Je pense que c'était un peu bien ça. Quand on sait que dans l'entourage immédiat du président Blaise Compaoré, il y avait des personnes qui partaient négocier avec les terroristes pour payer les rançons, pour libérer les otages, tout ça. Donc je pense que le président Blaise savait clairement ce qu'il faisait. Et ça doit être l'une des couleurs qui motive un peu plus les terroristes aujourd'hui, savoir qu'ils ont perdu cette base arrière par la faute de ceux qui ont chassé le président Blaise Compaoré, savoir qu'ils ont perdu plein de relais dans Ouaga à cause de ceux qui ont chassé Blaise Compaoré, qui ont neutralisé tout leur réseau, qui aujourd'hui les empêchent peut-être de tourner un peu plus. Mais pour comprendre, allons au bout de cette logique, parce qu'on ne sait pas si c'est un fantasme que chacun a en attendant la venue, en tout cas, on va dire l'action de Blaise Compaoré. En étant chef d'État, dans ces négociations,
Comment aurait abouti l'action terroriste sur le très long terme s'il était encore au pouvoir? Y aurait-il vraiment eu un changement? Le Burkina serait toujours préservé, vraiment? Il y a une chose. Nous sommes dans un contexte où, dans les années 2000, quand les mouvements terroristes commencent en Afrique, l'Occident même était empêtré et n'avait pas de solution. Et nul n'avait, jusque-là d'ailleurs, personne n'a vraiment la solution contre le terrorisme. Au moins, lui, il avait une stratégie. C'était de dire, les terroristes, puisque nous n'avons pas la capacité de les combattre, nous discutons avec eux. Et aujourd'hui, ce qui nous manque dans toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on fait comme si c'est une affaire malienne, c'est une affaire burkinabé, mais on se trompe, c'est une affaire régionale. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune stratégie. Même s'il y a une mauvaise stratégie, ça vaut mieux peut-être qu'une absence totale de stratégie. Et c'est ça que paie le Burkina en attendant que les autres ne le payent. Parce qu'on pense que ça va s'arrêter au Burkina. C'est impossible que ça s'arrête au Burkina. Parce que le Burkina, c'est le dernier verrou. Une fois que le Burkina saute, tous les autres pays, par effet domino, vont tomber. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Donc en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie. Pourquoi? Simplement parce que de façon inédite dans l'histoire des peuples, on n'a jamais vu une région du monde sans puissance régionale. Jusque-là, ce qu'on a toujours fait en Afrique, c'est qu'on n'avait pas de véritable puissance régionale, mais il y avait des États qui se donnaient une certaine envergure. Le Nigeria a joué le rôle. L'Afrique du Sud, à un moment donné, l'Angola, l'Égypte, l'Algérie, etc., ont essayé quelque chose. Mais depuis quelques années, on vit dans un contexte géopolitique où il n'y a pas de puissance régionale. Et puisqu'il n'y a pas de puissance régionale, dès qu'on a un petit bobo, on appelle la France au secours, qui est devenue la puissance régionale en Afrique, mais la France ne peut pas venir jouer le rôle des Africains à leur place. Donc, ce qui fait que ce qui arrive là, on peut peut-être continuer à gloser sur la stratégie de Blaise Compaoré, est-ce que c'est la bonne, etc. Mais au moins, c'était une stratégie. Aujourd'hui, on est dans un vide stratégique écœurant. Mais je vous dis ça parce que le chef de file de l'opposition burkinabé a demandé à la fois la démission du Premier ministre et du responsable des forces de sécurité et de défense du ministre. Et il a demandé aussi de libérer les anciens membres du RSP au premier titre du général Diendéré. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que... Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois ce... Bon, ce sont des schémas que... En fait, nous sommes passés par là autour des années 2016. Quand il y a eu les premières attaques à Ouaga, on s'est dit, bon, il faut libérer le général Bassolé, il faut libérer le général Diendéré, il faut faire du RSP une force spéciale de lutte contre le terrorisme basée dans la zone des 3 frontières et puis espérer. Bon, mais pour le peuple burkinabé, ils se disent que c'est une insulte à leurs institutions. Ils ont opéré leur révolution, ils ont organisé des élections démocratiques, ils ont eu le président qu'ils voulaient, ils ont de nouvelles institutions, ils disent avoir maintenant la liberté d'expression. Donc il n'est pas question, quoi qu'il en soit, de revenir à l'ère Compaoré. Bon, ce sont les réalités burkinabées. Et quoi qu'il en soit, même si... le Burkina a beau réussi, même si le RSP revient aujourd'hui, ce n'est pas 1300 soldats de RSP qui ont parvenu à sécuriser toute cette bande sahélienne-là. La menace, elle est transnationale, elle concerne tous nos 15 États de l'espace CEDEAO. C'est à nous tous de trouver une solution. Bon, on se pose d'ailleurs la question si la victoire sera militaire. Je ne pense pas. Si la victoire n'est pas militaire, qu'est-ce qui reste derrière? Puisque nous sommes dans une guerre asymétrique. Est-ce que c'est en déployant des grands moyens, une volonté politique d'investissement massif dans ces zones-là, de sorte à empêcher que les jeunes adhèrent au mouvement terroriste? Est-ce que c'est en négociant avec ces terroristes-là, en leur payant peut-être des rançons pour qu'ils déposent des armes, pour devenir un peu comme des ex-soldats, des ex-miliciens, qu'il va falloir reconvertir à la vie civile? Est-ce que ça pourra marcher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en déployant tous ces moyens, aussi bien militaires que non militaires, civils, qu'on va parvenir à libérer cette zone? Il dit, on n'a pas encore tenté quelque chose à proprement parler. Le Nigeria se concentre sur ses problèmes à l'interne. Idriss Déby a tenté d'être le gendarme de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il n'est plus. Bon, la Côte d'Ivoire se débrouille un peu dans son coin. Elle n'a pas cette volonté-là d'expansion hors de ses frontières. Je me demande si elle a les moyens d'ailleurs. Parce qu'économiquement, ça coûte cher. Mais pas que la Côte d'Ivoire. Est-ce que toute la sous-région a les moyens, a la capacité? Vous nous dites que la France joue le gendarme et le protecteur...
peut-être avec intérêt de l'Afrique de l'Ouest, mais est-ce que les Africains ont la possibilité, la capacité de se défendre seuls? Alors, aucun État au monde n'a la capacité de se défendre seul. Même les États-Unis, première puissance mondiale, n'ont pas la capacité de se défendre seul. Mais au moins, nous avons l'obligation de commencer quelque chose, quitte à être appuyé. Aujourd'hui, nous ne faisons rien. L'Afrique ne fait rien. Et quand vous entendez le discours du président Macron, peut-être on y reviendra, c'est carrément triste. C'est comme s'ils ont désespérément essayé de faire à la place des Africains ce qu'ils doivent faire et maintenant ils se rendent compte que c'est peine perdue. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'Afrique de l'Ouest doit faire face à la menace en ayant une stratégie. Moi, je dis toujours, je pense une chose. Je me dis, ce n'est pas possible de dire la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens, c'est faux. Le Ghana n'a pas les moyens, c'est faux. Le Nigeria n'a pas les moyens, c'est faux. On est obligé de construire l'axe Abidjan-Accra, l'AS Abidjan-Accra-Abuja si on veut mettre en place un dispositif quitte à être appuyé, mais on ne peut pas attendre que les terroristes viennent et que chacun de chez lui commence à dire, bon, maintenant, qui sont mes amis, comment est-ce que je m'organise? C'est absurde. C'est quoi, une mutualisation des forces, comme on entend souvent? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font, on ne va pas le nier. Il y a eu l'ouverture de l'académie hier, donc on ne peut pas dire que rien ne se fait. Il y a des actions qui se posent, mais sur le plan militaire, on a besoin d'une synergie entre les armées africaines parce que la sécurité, ce n'est pas rester dans ses frontières et attendre que l'ennemi vienne. Ce n'est pas possible. La sécurité, c'est de pouvoir se déployer et prévenir, surtout quand on voit la menace venir. Mais Sylvain le disait tout à l'heure, Sylvain Nguessan, qui parle de la CEDEAO. Vous pensez que c'est à cette échelle qu'il faudrait mutualiser les efforts? Oui, d'abord, financièrement, aucun État n'a les moyens de mener une telle guerre. Financièrement, aucun. Même les 15 réunis, ce n'est pas encore évident. Encore si un seul devrait s'y engager. Donc déjà, les 15 fournir des hommes, les armées d'élite, ça pourra faire quelque chose de quand même consistant. Une cotisation des 15, ça pourra quand même donner quelque chose de consistant. On se rappelle un peu le sommet pompeux du G5 Sahel avec un budget de, je crois, 450 millions d'euros, qui jusque-là n'ont pas encore réuni 50 millions d'euros. Moi, je me demande bien si la naissance du G5 Sahel n'a pas freiné aussi ce élan. Mais j'allais vous demander, j'allais vous demander vraiment à quoi sert, parce que vous parlez de mutualisation, mais le G5 Sahel, c'est la même chose. Pourquoi ils sont à un niveau, voilà. Alors qui il manque dans ce G5 Sahel? Il manque qui? On doit l'élargir à qui? La Côte d'Ivoire, l'Algérie? D'abord, ce n'est pas une initiative africaine. Et tant que ce ne sera pas une initiative africaine, ça ne marchera pas. Parce qu'on fait toujours comme si on nous apporte tout. Si on nous apporte tout, on ne saura jamais l'utiliser. Et là, dans le cas du G5 Sahel, ça c'est un exemple extraordinaire. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer que le terrorisme va se limiter seulement aux États sahéliens? Donc déjà, bilan, c'est un échec selon vous? À partir du moment où la CEDEAO avait quand même entrepris des réunions, je me rappelle le président Ouattara était le président de la CEDEAO, il y avait eu des réunions. C'est vrai on avait l'impression qu'il n'y avait que de l'administratif, mais il y avait quand même des réunions. Puis après, il y a eu la naissance du G5 Sahel. Moi, j'étais surpris quand même que ces pays n'aient pas tenté d'avoir l'expérience de l'Algérie, on sait quand même de l'année 90. Qui est le grand absent. Ouais, dans l'année 90, qui était au devant de la lutte contre l'islamisme, quand nous, on se disait que c'est tellement loin de nous que ça n'arriverait jamais chez nous. Ouais. Bon, les 5 se débrouillent, 5 faibles qui se mettent ensemble, ça ne donne pas forcément un fort. Le Tchad venait d'avoir du pétrole, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais bon, ça ne donne pas grand chose. Mais est-ce qu'on doit, l'Algérie, vous le dites, c'est primordial, mais est-ce qu'on doit l'élargir à peut-être aussi la Côte d'Ivoire? Non, il faut l'endosser à la CEDEAO. L'organisation que nous avons, la CEA, la communauté économique régionale que nous avons, qui fonctionne assez bien d'ailleurs, la CEDEAO. Il faut endosser une force à la CEDEAO. Est-ce les forces... quitte maintenant à ce que ça soit un dossier à lui avec les fameuses forces africaines d'attente. Vous voyez un peu les équipements que les 15 États peuvent fournir. Sur le commandement du lead, c'est le Nigeria. Oui. Et puis on passe à autre chose. Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce n'est pas que d'ailleurs la CEDEAO. Il y a des États du continent qui ont l'obligation morale d'intervenir dans cette affaire. Qui? L'Algérie, on en a parlé, oui. Mais l'Égypte, on a l'Afrique du Sud, on a l'Angola. On a des pays comme le Kenya, on a l'Éthiopie. Il y a des États qui ont la capacité de
d'apporter quelque chose. Mais en quoi ils ont en termes de l'obligation? contribution. Ils se sont pas concernés peut-être par... Bien sûr que c'est une affaire continentale. C'est une erreur de penser que si une région du continent tombe, les autres seraient tranquilles dans leur zone. Ce n'est pas possible. Donc c'est quoi? C'est une problématique que toute l'Afrique, tout le continent africain doit prendre à bras-le-corps? Absolument. Absolument. Et si l'Afrique tombe, même l'Europe ne sera pas tranquille. Si l'Afrique tombe, l'Europe ne sera pas tranquille. Donc, on est dans un monde globalisé. Et si on est dans un monde globalisé, c'est vrai que tout n'est pas encore global, mais au moins sur cet enjeu, on est d'accord que, regardez la zone dont on parle, regardez, c'est un vaste territoire. C'est près de 10 millions de kilomètres. Mais c'est peut-être ça qui rend la tâche difficile et qui permet la progression des assaillants. Messieurs, depuis tout à l'heure, vous parlez de riposte militaire. Certains évoquent la négociation. Peut-on l'envisager? Bon, oui et non. Le Mali a essayé à plusieurs reprises de négocier avec les terroristes, mais on n'a pas encore vu le résultat. Quand vous négociez avec les terroristes, qu'est-ce qu'ils mettent dans la balance? La calmie? Ouais, les miliciens, oui, on veut être candidat, on veut des élections ouvertes, on veut avoir tel nombre de militaires, etc. Mais eux sont dans la logique, comme on le disait tantôt, du califat. Est-ce qu'on dirait au terroristes, bon, on a compris votre combat, on adhère, on devient tous... On vous cède une portion du territoire? Non. Donc, cette affaire de négociation, maintenant, je pense un peu plus, le général Bola en parlait, il faut des massifs investissements dans les zones reculées de nos capitales, de sorte à vider les rangs des mouvements terroristes. Parce que tant qu'il y aura des jeunes volontaires pour adhérer au mouvement terroriste, pour grandir les rangs des mouvements terroristes, les mouvements terroristes ont de longs jours devant eux. Mais s'il y a des investissements de sorte à vider les rangs des mouvements terroristes, bon, ça sera des grands noms. Et puis, manque de moyens, manque de ressources humaines, ça pourra un jour perdre du terrain. Donc, encore une fois, la pauvreté, les difficultés auxquelles sont confrontées une partie de la population africaine permettent aux terroristes d'être un terreau... L'Afrique est un terreau favorable aux terroristes. C'est sûr. Mais là où nous en sommes aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de grands moyens. Je pense que l'heure de la négociation est passée. On aurait pu négocier. Et je crois que c'est ce que faisait le président Compaoré. À cette époque, peut-être que c'était un paradigme de ce mouvement. Ça aurait pu prospérer. Mais aujourd'hui, nous sommes à une étape où on ne peut pas continuer. On ne peut même plus envisager la négociation. Il faut qu'en face, les terroristes sachent que les États, les États ont besoin de riposter conséquemment. Et l'aspect social pour pas que les jeunes soient enrôlés dans ces mouvements? Ça, c'est un travail sur le long terme. Mais on a besoin tout de suite de réponses d'urgence. On a besoin d'une riposte urgente. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. Il faut bien sûr lutter contre les terrorismes avec une grande fermeté, mais il faut absolument viser la main qui les a nourris, de Yasmina Kadra. L'occasion de rendre hommage et présenter nos sincères condoléances au peuple burkinabé. Bonne suite des programmes sur RTI 1.